Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur la présentation de l'Eclipse Cross. Alors aujourd'hui, on va particulièrement parler de la conduite de l'Eclipse Cross, de la consommation, de l'espace à l'intérieur, de l'habitabilité, etc. Voilà, je vais tout vous dire parce que j'ai lu pas mal de tests sur l'Eclipse Cross, notamment sur la consommation, avec des consommations qui étaient quand même assez excessives. Et donc, j'avais besoin de me rendre compte un peu de, tout simplement, de cette consommation. C'est par remettre les choses dans leur contexte. Le Mitsubishi Eclipse Cross, moi je l'ai en version PHEV, donc hybride rechargeable. C'est un véhicule qui fait du coup, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, 188 chevaux. On a 4 roues motrices, on a 3 moteurs au total, hein, un moteur électrique à l'arrière, un moteur électrique à l'avant et un moteur thermique également sur la partie avant. Donc c'est un 2,4 litres de cylindrée, ce qui est quand même plutôt pas mal et ce qui va nous permettre en fait d'avoir tout simplement une réduction du bruit puisque le véhicule n'est pas équipé d'une boîte de vitesse automatique ou quoi que ce soit. Le véhicule est équipé d'une transmission CVT. Donc une transmission CVT, je vous l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, c'est une transmission à variation continue. Et bien souvent, ce type de transmission peut rendre les véhicules un peu bruyants, un peu désagréables dans le sens où en fait, on a une montée en régime qui est importante lorsque l'on accélère, le temps entre guillemets, que la transmission varie et que la régulation entre guillemets également se fasse, pour que le régime redescende un peu. Là, le fait d'avoir un moteur avec une cylindrée importante, 2,4 litres quand même, ça permet de prendre moins de tours. Et donc, lorsque l'on accélère, on a moins cette sensation que certains peuvent décrire comme une sensation de scooter, comme du patinage, du moulinage, ce que vous voulez. Et bien là, on l'a pas du tout sur ce Mitsubishi Eclipse Cross. Et ça, c'est vraiment un bon point. Ce qui m'a plu pendant cette semaine d'essai avec le Mitsubishi Eclipse Cross, c'est notamment sa conduite. Il est très facile à prendre en main et il est même très attachant. Pourquoi ? Parce que d'aspect extérieur, son gabarit paraît un peu imposant et en fait, c'est pas forcément l'impression que l'on a à l'intérieur. On a plutôt l'impression d'avoir le gabarit assez facilement en main et donc ça facilite également les manœuvres, ça facilite également les déplacements tout simplement lorsqu'on passe dans des endroits un peu exigus, un peu sinueux, on va dire, on n'a pas l'impression de se dire ah mince, le véhicule est un peu large, on va frotter, on va toucher, etc. Pas du tout. Et ça, franchement, c'est plutôt un bon point, surtout lorsqu'on est sur un SUV. Quand je parle de conduite, je parle bien évidemment d'agrément de conduite et de confort à l'intérieur du véhicule. On est, comme je vous l'ai dit, sur un SUV, un véhicule avec une garde au sol, vous l'avez vu dans la présentation, assez important. Donc on a un véhicule qui est quand même relativement haut. Et pourtant, c'est assez déroutant parce que le véhicule, même en conduite un peu appuyée, alors pas sportive forcément, puisque c'est pas du tout le type de véhicule, en tout cas c'est pas fait pour ça, mais en conduite un peu appuyée, le véhicule prend très peu de roulis, on n'est pas baladé, et ce même si on est sur un 4x4, et ce même si on est sur un véhicule relativement haut. Et alors ça, c'est assez surprenant. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est aussi sa direction, parce que le Mitsubishi Eclipse Cross a une direction ultra précise. Et franchement, ça m'a vraiment bluffé, d'autant que l'on sait, les véhicules ont quand même forcément beaucoup évolué. Je vous l'ai dit dans la présentation, ce véhicule date de 2021, il n'a pas été restylé, il n'a pas subi d'amélioration. Et pourtant, en 2024, je peux vous dire une chose, j'ai essayé des véhicules de 2023, de 2024, avec une conduite bien moins agréable. Juste avant, je vous parlais des suspensions du Mitsubishi Eclipse Cross, puisque comme je vous le dis, le véhicule prend très peu de roulis. Donc en fait, ils ont réussi à faire tout simplement un mix entre le confort et la fermeté, puisque le véhicule est suffisamment ferme pour ne pas être bateau, pour ne pas se balader comme ça dès qu'on prend des virages. Et en même temps, le véhicule reste très confortable. Il absorbe assez bien toutes les aspérités de la route, on ressent quasiment rien à l'intérieur et donc franchement il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus, sur le châssis, sur la suspension. Il en est vraiment très agréable. C'est vraiment ça, moi, qui m'a surpris pendant cette semaine d'essai, parce que forcément j'avais vu pas mal de tests, comme je vous l'ai dit, j'avais lu pas mal d'articles sur le Mitsubishi Eclipse Cross puisqu'il est sorti depuis un bon moment maintenant, et donc j'avais un peu d'appréhension de me dire un SUV, un 4x4, un peu bateau, etc. Et pas du tout. C'est vraiment ultra surprenant et franchement, quand on prend le volant du Mitsubishi Eclipse Cross, on est
assez rapidement et assez facilement conquis, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément surprenant puisque on est sur un véhicule japonais et c'est assez caractéristique des véhicules japonais. Ils arrivent à faire ce mix entre le confort, entre l'efficacité, la fermeté. Bref, il y a vraiment tout qui est réuni au volant de ce Mitsubishi Eclipse Cross. Maintenant, je vais parler un peu de choses qui fâchent, et notamment consommation. J'ai pu voir beaucoup de choses sur ce Eclipse Cross, et je vous avoue que mon créneau, c'est un peu ça, c'est un peu casser les codes, casser les consommations. Alors, on va pas se mentir, hein, je pousse pas la voiture, je roule pas en dessous des limitations de vitesse, je roule normalement. Seulement voilà, j'utilise tout simplement ce qui m'est mis à disposition. C'est-à-dire que sur ce Eclipse Cross, et je vous le montre en incrustation, on a des palettes qui sont disponibles, qui vont nous servir à augmenter, à accentuer notre frein régénératif, de manière à récupérer un peu plus d'énergie sur les phases de décélération, sur les phases de freinage, et ça c'est très important. Mais on a également différents modes de conduite, donc ça c'est la deuxième chose. Mitsubishi ne s'arrête pas là, puisqu'on a un petit bouton sur lequel on peut appuyer forcément et qui va nous permettre deux choses. La première chose va nous permettre de sauvegarder la charge de la batterie, et donc ça en fait c'est à utiliser principalement si vous êtes sur de la grande route. Vous allez appuyer sur Save et là forcément le véhicule va jongler entre la partie thermique et la partie électrique du moteur avant, de manière à optimiser le fonctionnement des deux, ce qui va permettre de réduire les consommations de carburant, mais en même temps de pas trop user finalement et de pas trop taper dans l'autonomie de la batterie, puisque par exemple si vous faites de la voie rapide ou de la nationale et qu'après vous êtes en agglomération, ça vous permet quoi? Ça vous permet tout simplement qu'arrivé à destination, vous avez encore suffisamment d'autonomie pour faire votre trajet en agglomération en tout électrique. Et ça c'est quand même très intéressant. C'est intéressant, oui, mais il ne faut pas non plus le faire au détriment d'une grosse consommation du moteur thermique sur les phases de roulage, j'ai envie de dire sur de la voie rapide, etc. Et donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est utiliser les différents modes de conduite. Donc, on a le mode éco, le mode normal, et après les autres modes, seront à utiliser en fonction des conditions de conduite. C'est-à-dire que c'est le mode neige, c'est le mode gravier, voilà. Donc ça, forcément, c'est pas vraiment d'actualité. En attendant, moi, j'ai toujours tendance à rouler avec le mode éco sur les véhicules hybrides et notamment les véhicules hybrides rechargeables. Alors, c'est peut-être un tort en tout cas sur le Eclipse Cross, pour la simple et bonne raison, c'est que le mode éco est à privilégier lorsque vous êtes en agglomération. Et là, il est très intéressant parce que vous allez être principalement et 98% de votre temps en électrique. Et donc le moteur thermique viendra uniquement servir de générateur de groupe électrogène. Il sera là vraiment uniquement pour ça, pour maintenir un peu de charge dans la batterie. Et donc ça va vous permettre de rouler quasiment totalement en électrique. Et là vous allez vous retrouver, alors si vous êtes full autonomie, ce sera bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il vous manque un peu d'autonomie sur les legs, et ben le moteur thermique dans ces conditions-là consommera vraiment que très peu, 1 à 2 litres et encore. Ça c'est vraiment dans les grands maximum. Mais je me suis rendu compte en roulant en mode éco sur de la grande route que finalement c'était pas le mieux. Pourquoi? Parce que le moteur thermique en fait va avoir tendance à devoir faire avancer la voiture et en même temps de bien charger la batterie. Lorsque l'on est en mode éco sur de la grande route, c'est pas du tout adapté. Et je me suis rendu compte qu'en mettant le mode normal, ce qui en soi paraît totalement logique, le mode normal pour une conduite normale, en même temps tout est dit, et en faisant ça, finalement j'ai réussi à réduire drastiquement ma consommation juste en jouant avec ces deux modes selon le type de route sur lequel je me trouvais. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que lorsqu'on est en mode normal, on va avoir vraiment le mix qui va se faire entre l'électrique et entre le thermique. Et je peux vous le montrer également en incrustation sur l'écran central. Vous allez avoir la petite animation qui va se mettre. Et donc là vous le voyez sur l'animation, on a la voiture qui est représentée bien évidemment. Vous voyez le pack batterie qui est en bleu ici. Et donc vous avez le flux d'énergie. Donc là on a quasiment plus d'autonomie électrique. Et pour autant on est encore quand même en full élec. Je suis en mode normal. Et vous le voyez, on a les petites animations bleues qui nous montrent que le véhicule avance avec l'électrique. Donc lorsque c'est bleu, c'est que l'énergie est diffusée. Et lorsque c'est vert, et vous le voyez, les flèches s'inversent, c'est que là on récupère de l'énergie. Maintenant, si j'accélère un peu plus fort, vous allez voir le moteur thermique qui est ici va s'allumer. Hop, et là vous le voyez, le moteur thermique s'allume mais bleu.
Bleu pourquoi? Parce qu'en fait, il vient de servir uniquement de générateur. Il vient de servir uniquement de groupe électrogène. C'est-à-dire qu'il a démarré uniquement pour recharger les batteries. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, si je passe en mode éco, voilà, j'ai changé de mode juste pour vous montrer très rapidement, puisqu'en plus, on a presque plus d'autonomie en tout élect, donc de toute manière, ça va basculer automatiquement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a typiquement un fonctionnement du moteur thermique qui nous permet d'avancer. Vous le voyez sur l'animation, c'est caractérisé en orange avec le moteur thermique qui envoie le flux d'énergie sur les roues avant. Et en même temps, le moteur thermique, il fait quoi? Il sert de générateur de manière à charger également la batterie. Donc lorsqu'on est dans cette configuration-là, forcément, on va avoir tendance à consommer un peu plus. C'est pour ça que c'est quand même très important de jouer avec les deux modes de fonctionnement, ou en tout cas avec ce qui nous est mis à disposition, de manière à optimiser que ce soit le fonctionnement électrique ou le fonctionnement thermique. Et c'est comme ça qu'on va réduire notre consommation et c'est comme ça qu'on va améliorer le fonctionnement du véhicule. Là, vous le voyez, on est en phase de décélération, on a récupéré de l'énergie et surtout, vous le voyez, c'est schématisé en vert. La récupération d'énergie par les roues permet de recharger la batterie. On réaccélère et on repasse instantanément sur l'électrique. Voilà, vous le voyez, c'est schématisé en bleu. En plus, c'est très bien fait, le flux d'énergie est vraiment très très bien schématisé. Je vous ai expliqué ça pourquoi? Je vous ai expliqué ça tout simplement pour vous montrer que lorsque vous achetez un hybride rechargeable, il faut accepter de jouer le jeu. On ne conduit pas un véhicule hybride de la même manière qu'on conduit un véhicule full thermique. Voilà. Et c'est totalement différent également sur un véhicule en full élect. Il y a vraiment des choses à comprendre, des choses à savoir et surtout, il faut accepter de jouer le jeu sur un hybride rechargeable. Eh ben oui, il faut accepter de jouer le jeu, de le brancher de temps en temps. Mais c'est assez simple, vous branchez votre hybride rechargeable de la même manière que vous branchez votre téléphone le soir. Nous, c'est exactement ce qu'on fait et pour ne rien vous cacher, je n'ai jamais payé une recharge. C'est-à-dire que, je n'ai jamais payé une recharge sur une borne. Je branche le véhicule uniquement chez moi ou alors sur des bornes gratuites en extérieur. Voilà. Et ça suffit largement. Alors, seul petit bémol peut-être du Eclipse Cross, c'est finalement son autonomie en tout élec. Puisque il n'a que, annoncé par Mitsubishi, entre 40 et 50 km en tout élec. Nous, on a réussi à faire quasiment 60 en tout élec, ce qui est quand même vraiment pas mal. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pour les trajets du quotidien, nous, je sais qu'en tout cas, par exemple, si ma femme avait cette voiture, pour aller au travail tous les jours, les 50 km en tout élec, ça lui suffit largement. Et j'ai envie de vous dire, pour la majorité des Français, ça suffit largement. Maintenant, je peux entendre que certains me diront, oui, mais moi, j'ai 60-70 km aller-retour pour aller au travail. Ok, très bien. Vous disposez de 50 km en tout élec et après le reste, ce sera du fonctionnement thermique. Si vous arrivez à jouer avec les différents modes et que vous arrivez à optimiser votre conduite, vous allez vous retrouver, et j'ai fait le test, d'ailleurs ceux qui nous ont suivis sur Insta ont pu le voir, j'ai fait le test, on a fait cette opération en faisant 100 km. J'ai consommé 1,6 litres de consommation. Voilà. Je suis parti avec 45 km en full élec, on a fait 100 km, j'ai fait 1,6 litres de consommation. C'est quand même exceptionnel. Donc, oui, c'est possible. Ça demande un peu de bonne volonté et surtout, ça demande une conduite un peu différente, un peu plus d'anticipation, jouer un peu avec les palettes, faire de la récupération d'énergie quand c'est possible, anticiper les phases de freinage de manière à récupérer encore plus d'énergie parce que forcément, si vous freinez au dernier moment, même si vous freinez fort, vous allez récupérer beaucoup moins d'énergie que si vous anticipez vos phases de freinage et que vous freinez sur des plus longues distances avec le frein régénératif, forcément. Et pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait 600 km. Au bout des 600 km, je suis allé remettre du carburant pour voir, parce qu'il y a quelque chose qui me chagrinait, c'est que la jauge avait quasiment pas bougé. C'est-à-dire qu'on avait perdu la moitié d'un quart. Voilà. Donc, je commençais à me dire que ça se trouve, la jauge ne fonctionnait pas. Donc, on a fait 600 km. Je suis allé mettre de l'essence et j'ai remis 22 €, soit 13 litres de carburant pour 600 km. Voilà. Je pense qu'à partir de là, tout est dit. De manière globale, si on accepte de jouer le jeu, ce Mitsubishi Eclipse Cross ne consomme pas plus que la concurrence. On a même tendance à dire qu'il pourrait consommer moins que certains autres hybrides rechargeables. En tout cas, il se situe dans la très bonne moyenne de ceux que moi j'ai pu essayer. Et ça, c'est quand même un très bon point. Rappelons quand même une chose.
le Eclipse Cross est quand même de 2021. Il n'a pas subi d'amélioration, il n'a pas subi de restylage. Donc, pour le coup, je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir ce type de chiffre, puisque c'est similaire à ce qu'on peut trouver sur des véhicules qui sont de 2023-2024. Donc, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il est vrai, et je ne vais pas vous mentir, on a fait le test juste pour voir. Bien évidemment, c'était très facile de le faire, mais vous ne chargez pas la batterie, vous êtes batterie vide, vous allez faire de l'autoroute, vous mettez taquet régulateur, batterie vide, et vous vous amusez pas avec les modes et vous faites un peu entre guillemets n'importe quoi ou vous ne prêtez pas attention. Oui, c'est assez facile en étant chargé d'être à 6, 7, voire 7 litres et demi de consommation. Maintenant, pour être très honnête, c'est absolument pas ce que nous on a fait. Je l'ai fait pour le test pour voir, effectivement on peut le faire, mais si on fait attention, si on joue avec les modes, si on s'amuse avec les palettes et si on joue le jeu de la batterie chargée et des différents modes de conduite pendant qu'on roule, et ben franchement, moi j'ai pas fait une seule consommation, à part pour le test, mais j'ai pas fait une seule consommation pendant les presque 1000 km qu'on a fait avec, au-delà des 5 litres au 100. Voilà. Et alors, c'est là qu'on voit aussi, hein, vous voyez les jambes doublées, et c'est là qu'on se dit que finalement, les gens roulent très vite. Parce que moi, je roule au régulateur, aux limitations de vitesse, et c'est là qu'on voit que les gens roulent vite finalement. Parce que je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais forcément, tu roules doucement, on voit les jambes doublées. Non, je roule au régulateur, aux limitations de vitesse. C'est juste finalement les gens qui roulent vite. Et ça, on s'en aperçoit quand justement on fait attention à la consommation, on fait attention à son style de conduite pour vous proposer des tests comme ça. Et ben, c'est là qu'on voit que par habitude, on roule finalement beaucoup plus vite. Et donc, forcément, quand on roule beaucoup plus vite, c'est très facile d'exploser sa consommation. Autre petit point concernant ce Eclipse Cross, ce sont les aides à la conduite et notamment le régulateur adaptatif dont je voulais vous parler puisque je l'ai trouvé extrêmement bien calibré. Et c'est vrai que j'ai déjà utilisé des régulateurs adaptatifs, notamment sur certaines marques allemandes, où je les trouvais très intrusifs. Je ne vais pas dire un peu brusque, mais presque. C'est-à-dire qu'un véhicule qui se rabat devant vous, le véhicule va freiner brusquement alors que la distance de sécurité est respectée. Donc ça, c'est assez déroutant. Or là, en fait, sur ce Eclipse Cross, c'est très bien fait. Comme beaucoup de véhicules, hein, vous avez la possibilité de régler la distance qui vous sépare du véhicule de devant. Mais même si on met de la distance, le véhicule va pas freiner brusquement. C'est vraiment très subtil. Alors bien entendu, quand vous allez vous rapprocher vous du véhicule, s'il voit que vous freinez pas, il va freiner de manière à maintenir cette distance de sécurité. Mais c'est toujours très subtil, très délicat. Et franchement, c'est même très agréable puisque du coup, j'ai essayé en agglomération parce qu'on peut mettre le régulateur à 30 km/h. Donc j'ai essayé pour voir et je l'ai mis en agglo et en fait c'est vraiment sympa parce que on freine vraiment de manière très progressive jusqu'à s'arrêter à l'arrière du véhicule et il suffit d'un léger petit coup de gaz pour que le véhicule reparte et ainsi de suite. Et donc ça c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas de coup brusque, c'est vraiment voilà, comme je vous le dis, ça a été très très bien calibré. Pareil pour la lecture des panneaux, le véhicule va pas freiner lorsqu'il détecte une voie de décélération à 70 ou à 90 et que vous êtes à 110 ou à 130. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que j'ai pu avoir le cas sur certains véhicules. Bien entendu, ce sont des petites choses, des choses qui peuvent être assez facilement améliorées via des mises à jour. Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi je constate sur le Eclipse Cross, c'est que c'est quand même très bien calibré. Alors vous allez me dire, pourquoi vous présentez un véhicule de 2021? C'est assez simple, tout simplement parce que déjà Mitsubishi l'a toujours au catalogue, donc c'est quand même très intéressant de vous le présenter, parce que c'est un hybride rechargeable, 4 roues motrices, 188 chevaux, on est sur, pour le coup, j'allais dire un vrai 4x4, mais bon, on n'ira pas faire du franchissement avec non plus. Néanmoins, comme je vous l'ai dit dans la présentation, on a quand même une garde au sol qui est très intéressante. Donc pour ceux qui habitent à la campagne, pour ceux qui habitent en milieu un peu de montagne, la forêt, etc., ça peut être un véhicule très intéressant. Mais surtout, c'est un véhicule qui propose, en tout cas Mitsubishi propose, beaucoup d'offres commerciales. Donc par rapport à la concurrence, c'est un véhicule qui peut devenir un peu plus accessible puisqu'on le sait en général les hybrides rechargeables sont assez chers, assez onéreux. Et là pour le coup c'est un véhicule qui peut devenir accessible. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Mitsubishi, il y a beaucoup d'offres commerciales sur ce Eclipse Cross. Mais en plus des offres commerciales, j'ai envie de vous dire, le véhicule étant de 2021, étant sorti en 2021, aujourd'hui, il y en a forcément sur le marché de l'occasion. Et donc, c'est à ce moment qu'on se dit, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Là, grâce à cette présentation
du véhicule neuf, vous pouvez facilement vous rendre compte si ça vaut le coup ou pas et de se dire ok, je peux acheter un véhicule d'occasion qui est encore au goût du jour, qui a des technologies qui sont encore au goût du jour, qui ne soient pas totalement obsolètes, bien loin de là, mais qui finalement sur le marché de l'occasion est encore plus accessible. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui on peut assez facilement trouver un Eclipse Cross avec 20 000 km ou en tout cas moins de 30 000 km, puisque j'en ai vu, des véhicules qui sont de 2022, même 2023, et pour le coup à peu près 30-35 000 euros. Et là, ça devient intéressant puisque à 30 000 euros, on est sur le prix maintenant d'une citadine. Le prix des véhicules a considérablement augmenté et donc ça nous permet quand même d'avoir un véhicule très intéressant, très spacieux, à caractère familial et ce, autour de 30 000 euros. En tout cas, si je devais vous résumer ce Mitsubishi Eclipse Cross, ce serait assez facile puisque je vous dirais tout simplement que c'est un véhicule confortable, maniable, à caractère familial. Comme je vous l'ai dit, nous on a essayé, on est monté à 5. On avait, je vous l'ai dit dans la présentation, on avait un enfant au milieu sur le siège auto, on avait un adulte et un ado de chaque côté. Et franchement, ils avaient largement, suffisamment en tout cas de place. Donc sur ça, pas de problème. On a une bonne capacité de chargement au niveau du coffre aussi. Donc sur ça, pas de problème également. On a quelques petits points négatifs, on va pas se mentir. Comme je vous l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, le véhicule a déjà quasiment 3-4 ans. Et donc forcément, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'habitacle, j'entends, parce que au niveau du design extérieur, et je vous l'ai dit dans la présentation, je trouve vraiment qu'il n'a pas pris un coup de vieux, bien au contraire. On est totalement dans ce qui se fait aujourd'hui en termes de design, donc ça c'est quand même très intéressant. Mais par contre, effectivement, sur l'habitacle, au niveau de la planche de bord, on sent quand même qu'il accuse un petit peu le coup, notamment au niveau de l'écran. Aujourd'hui, on a du tout tactile, on a des choses beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires. C'est vrai que sur ça, bon, c'est peut-être un peu... il serait peut-être un peu temps, on va dire, de moderniser un peu tout ça. Pareil au niveau du combiné d'instruments, où on est sur beaucoup de véhicules, en tout cas maintenant proposent avec de l'affichage tout numérique, etc. Donc à ce niveau-là, et puis surtout, comme je vous l'avais dit aussi pendant la présentation, la suppression de tous les boutons qui sont sur le côté, puisque maintenant, soit ces boutons sont intégrés sur l'écran central, soit ils sont intégrés au niveau du volant, et donc on a tout qui est à portée de main, alors que là, bon, bah, c'est vrai, il faut aller sur la planche de bord à gauche pour pouvoir manipuler ces différents boutons. Donc ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit plus trop, et c'est peut-être sur ça qu'on voit que le véhicule accuse un petit peu on va dire les années, même si c'est pas encore fou non plus, hein. Et le deuxième petit point noir que moi j'ai pu relever sur ce Eclipse Cross, malheureusement, c'est la caméra 360. Alors oui, on a une caméra 360, c'est vrai, et il faut le signaler parce que tous les véhicules n'ont pas de caméra 360, et le Eclipse Cross propose une caméra 360, donc c'est quand même bien. Maintenant, et je trouve que c'est un peu limite, la qualité de la caméra. Je trouve vraiment malheureusement que la qualité de la caméra, pour moi, elle n'est pas au rendez-vous. Surtout qu'on a quand même un SUV, donc c'est quand même un véhicule un peu plus imposant qu'une citadine. Donc on a besoin de voir ce qui se passe au niveau de notre environnement, si on veut pas l'abîmer, le rayer, etc. Même si j'ai pu vous dire qu'il était quand même assez facile à manœuvrer. Néanmoins, bah, c'est vrai que quand on a une caméra 360, ça rassure un peu. Or là, la qualité de la caméra, je suis pas vraiment convaincu. Je dois vous le dire, je suis pas vraiment convaincu. Et c'est vrai que c'est dommage parce que pour moi, c'est vraiment un point négatif qui pourtant pourrait être très facilement changé, ça pourrait être très facilement amélioré. Mais je vais finalement rejoindre un commentaire que j'ai pu voir sur les différents réseaux de Mitsubishi, parce que j'ai suivi leur page et j'ai lu un peu ce que les gens mettaient en commentaire. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant, c'est que finalement ce Eclipse Cross, c'est un peu un ovni. Et d'ailleurs, il en est même attachant. Moi, en tout cas, je m'y suis attaché. J'ai beaucoup aimé rouler avec ce véhicule. Franchement, je pensais pas prendre autant de plaisir à rouler avec, tellement qu'il est confortable, tellement que la direction est précise. Et franchement, c'était assez bluffant sur ça. Mais c'est un ovni dans le sens où, effectivement, quand on monte à l'intérieur du véhicule et qu'on est monté dans plein d'autres véhicules, on se dit, OK, on fait un bond en arrière. Et on fait un bond en arrière il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant. Mais c'est vrai que, il y a des petites choses qui nous manquent, il y a des petites choses qui pourraient être améliorées. Et pourtant, sur la partie extérieure, c'est là où il y a vraiment un contraste entre l'extérieur et l'intérieur.
Mais pour moi, c'est vraiment un véhicule qui vaut le coup. Et je vous le dis, que ce soit sur le marché du neuf ou sur le marché de l'occasion, c'est un véhicule qui mérite d'être essayé. Et c'est un véhicule, franchement, si vous cherchez un véhicule à un prix abordable, en hybride rechargeable pour vos trajets du quotidien, de manière à rouler quasiment tout le temps en électrique, et surtout 4 roues motrices, voilà, je vais pas me répéter une nouvelle fois, et ben franchement c'est un véhicule qui est pour moi très intéressant. En attendant, moi je vais continuer mon petit tour, parce que franchement c'est quand même très agréable de rouler. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez bien connectés parce que je dois vous le dire, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. J'ai pris pas mal de retard dans le montage de mes vidéos, mais là je vais un petit peu les enchaîner et je vous en annonce pardon, plein d'autres. Et restez connectés parce qu'avec Multibeauty, ce n'est pas fini. Voilà. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.